Bienvenue à ce webinaire Les Têtes chercheuses. C'est le troisième opus de cette session 2021. Les têtes chercheuses, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est le regard croisé entre des experts du tourisme, des enseignants, des chercheurs et des professionnels. Et c'est à travers ce regard croisé qui est né lors d'échanges entre les universités et le CRTL, à l'initiative notamment de Pierre Torrente, qu'on a choisi d'aborder cette période très spéciale. Les annonces d'hier renforcent encore cette idée. Cette période très spéciale liée à la crise Covid, mais qui est peut-être le révélateur d'une situation beaucoup plus profonde, d'un contexte qui était présent et que cette crise a révélé et a rendu encore plus importante et plus prégnante. Donc, le sujet du jour, il est clairement le sujet le plus important, tourisme durable, comment le tourisme va se situer par rapport à ce besoin de réfléchir la société de manière différente, si on le dit aussi simplement que ça. Donc le sujet est très très vaste, très important. Évidemment, en une heure, on n'a pas la prétention de pouvoir l'aborder ni l'épuiser totalement, mais on va essayer de partager un certain nombre de choses avec vous. Donc, encore une fois, je le disais, le regard croisé des regards différents qui vont éclairer ce sujet-là. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Bernard Chéhoux qui est enseignant-chercheur au CRESEM, à l'université de Perpignan, via Domitia. C'est bien ça, il me corrigera si je me trompe. Sophie Pirquin, qui travaille au Comité régional du tourisme et des loisirs, qui est en charge justement de toute la politique autour du tourisme durable. Et Stéphane Witz, qui est le fondateur de la ferme du Trincali, ferme gîte et cabane Trincali. Il nous précisera ça de manière beaucoup plus précise. Et l'idée, c'était ça, c'était de vous faire partager de quelle manière le CRT, notamment, s'est emparé de ce sujet, a fait du tourisme durable son cheval de bataille, cheval entièrement nourri bio, bien sûr, ça va sans dire. Bernard Chéhoux développera quelques concepts qui sont intéressants. On a dit encore une fois qu'on n'allait pas pouvoir aborder tout le champ du tourisme durable, mais on parlera d'hospitalité, on parlera de tourisme équitable. Et puis, Stéphane nous fera partager son expérience, le vécu de terrain d'un prestataire, d'une entreprise qui a choisi de développer son affaire, puisque c'est une affaire, à travers toute cette approche durable. Et on verra à quel point ça peut être intéressant et toutes les questions que ça pose. Donc, pas trop de temps. Les règles du jeu, je vous les rappelle. Vous pouvez poser des questions à travers les petites bulles conversées. Vous pouvez nous poser des questions. Moi, je me ferai le relais des intervenants pour évoquer ces questions avec eux. Vous ne pouvez pas intervenir directement puisqu'on est dans le cas, enfin, directement par la parole puisqu'on est dans le cas d'un webinaire, mais vous pouvez vraiment poser votre question. On est là pour une heure. Donc, on va essayer d'être rapide dans nos interventions pour laisser un peu de place à l'échange, c'est important. Le webinaire est aussi couvert par le magazine Voyageons autrement qui va rédiger un article sur ce sujet-là. On les salue. Et puis, on est très heureux que vous soyez tous là. Vous êtes déjà une quarantaine. Merci d'être venus et je vous donne rendez-vous dans un petit moment. Je vais donner la parole pour commencer à Sophie Pirquin qui va partager son écran et qui va nous montrer à quel point ce sujet du tourisme durable est vaste et important et puis comment le CRT, encore une fois, s'est emparé de ce sujet-là. À toi, Sophie. Oui, merci Dominique. Vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Ok, allez. Donc, effectivement, vous mais je vous rassure, on va aller assez vite. En fait, en tout cas, l'idée, c'était vraiment de pouvoir parler du développement durable pour un tourisme en transition et d'aborder les différents enjeux de cette transition dans le tourisme. Alors, peut-être vraiment pour resituer quelques chiffres en Occitanie, vous les connaissez, mais c'est vrai que l'enjeu, en tout cas, le secteur du tourisme est vraiment très, très important et du coup aussi impactant sur l'environnement,
les habitants, etc. Et on sait qu'une région dont l'attractivité touristique est forte attire aussi beaucoup de monde et ça aussi, ça a évidemment pas mal d'impact, on y reviendra. L'émergence d'un nouveau tourisme, oui, parce que la crise de la crise sanitaire, elle a renforcé en fait des tendances qui étaient quand même déjà amorcées avant, et des vacances et des loisirs vont jouer désormais un autre rôle, on va dire, que leur vocation première, leur vocation historique, hein, qui est de se reposer, de se détendre. Mais voilà, on voit qu'aujourd'hui, les vacances doivent aussi devenir un lien enfin, un créateur social, une nouvelle économie qui est repensée, des leviers de développement durable. Pardon. Alors, j'ai mis quelques petites citations, mais qui vont abonder vraiment dans ce sens. Et puis, vous le voyez, la presse a largement également couvert le sujet. Effectivement, donc les enjeux, il y en a pas mal. Je commencerai peut-être par les enjeux climatiques et environnementaux, alors sans refaire ce que vous connaissez tous, mais c'est vrai qu'on a vu l'émergence d'un éveil, d'une conscience écologique de façon collective, hein, qui a vraiment modifié le comportement des touristes, mais qui a aussi modifié leur façon de consommer ou de vouloir consommer. Et évidemment, ce phénomène s'est accentué avec la crise sanitaire. Je rappelle, hein, des 15 000 scientifiques qui ont signé un manifeste pour alerter sur l'état de la planète. Vous avez aussi un manifeste pour un réveil écologique qui a été signé par, je crois, plus de 32 000 étudiants. L'affaire du siècle, avec plus de 2 millions de signataires, pour une action climatique, et d'autres, vous savez, la honte de prendre l'avion, le Flixcam qui est né dans les pays nordiques. Donc voilà, en tout cas, des enjeux forts. Alors, on va dire qu'en Occitanie, on n'a pas forcément encore ces problèmes-là et on espère ne pas les avoir. C'est vrai qu'on peut quand même capitaliser sur le travail des dernières décennies en matière de qualité environnementale, hein. Vous avez ici quelques chiffres qui reflètent ce travail de nombreux acteurs institutionnels et autres. Je pense au parc, je pense au Grand Site de France, je pense à plein d'acteurs sur la biodiversité. Mais c'est vrai, et vous voyez l'Occitanie en tête de liste, mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas capitaliser non plus sur cet avantage et on sait qu'il faut rester évidemment vigilant. Un autre enjeu de la transition, c'est l'acceptabilité et l'économie locale. C'est vrai que partout dans les lieux surfréquentés, on voit et on a vu les conséquences, hein, du surtourisme et ce rejet des populations. Vous avez vu ici, et puis encore récemment, là, on voit au Pays Basque, c'était, je crois, pas plus tard que le week-end dernier, des messages contre les Parisiens qui viennent se réfugier dans leur résidence secondaire ou pour fuir le confinement. Alors là aussi, c'est vrai qu'en Occitanie, on va dire qu'on est relativement quand même préservé de ce phénomène, peut-être mis à part quelques endroits où il y a des points de saturation, mais c'est vrai que, en tout cas, quand on a sondé, et Dominique pourra sûrement le confirmer, on a fait une enquête auprès des habitants qui confirme quand même que ils pensent que finalement le tourisme favorise ou améliore leur qualité de vie à 58%. Et puis sur l'économie locale, et Dominique, j'ai repris tes chiffres, hein, tu m'excuseras, c'est un habitant sur deux passe ses vacances en Occitanie, il passe des courts ou des longs séjours. La majorité accueille des proches, ce qui génère évidemment des nuitées puis des retombées économiques. Et puis, tu me corriges, mais je crois que tu disais 94% sont des ambassadeurs de la destination, se considèrent comme des ambassadeurs de la destination. Donc, c'est quand même un point très important. Ensuite, la transition, c'est aussi la consommation, hein, du tourisme. Voilà, est-ce que on veut la quantité? Est-ce qu'on veut plutôt la qualité? On voit aujourd'hui des grands revers, des grands retours. Par exemple, si je pense à la Thaïlande, hein, qui aujourd'hui
dit qu'elle veut plutôt favoriser la qualité des touristes qui vont venir. Le Bhoutan avait fait ça bien avant. Amsterdam, par exemple, ou Valence, ont fait les mêmes constats. Bah oui, la consommation, la mondialisation, je crois que ce qu'on a vu dans le canal de Suez là, et notre ultra-dépendance à cette mondialisation est quand même assez flagrante. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que du côté des clientèles, il y a cette conscience écologique dont je parlais tout à l'heure, et renforcée par la crise sanitaire. On le voit, renforce en tout cas l'envie des vacanciers, des touristes, de plutôt aller sur des espaces, des grands espaces, et puis ce qu'on appelle le staycation, la contraction de rester, passer des vacances à proximité, et en redécouvrant des espaces qui sont finalement pas si loin que ça. Voilà, en opposition à l'image que vous avez en bas. Alors je crois que c'est à Cancun, au Mexique. Voilà, bon, c'est vrai que il y a eu des grandes tendances. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des changements quand même majeurs dans la façon de consommer. De Booking, en fait, 87% des touristes qui veulent voyager de façon durable, et quasiment 40% qui le font de façon récurrente. Voilà, du coup, c'est vrai que le CRT a engagé, on va dire, cette transition, et souhaite vraiment s'engager de façon très, très claire et courageuse, je crois qu'il faut le dire, en embarquant l'ensemble des services du CRT dans un autre tourisme, et notamment au travers des voyages. On passe du tourisme au voyage, avec notamment les voyages qui font grandir, rester dans sa région et faire un beau voyage, un grand voyage à la rencontre avec les valeurs de l'hospitalité, la rencontre, le partage. Et tout ça va être aujourd'hui mis en marché, puisqu'on parlait de consommation, avec une offre vraiment identitaire autour du fabuleux voyage que vous allez bientôt découvrir. Et puis, si on parle aussi de nouveaux paradigmes, la carte oxygène, vous en avez sans doute entendu parler, mais c'est vrai que ce sont un travail qui est fait sur à la fois les clientèles de proximité, mais aussi avec un volet social, puisque l'ambition était de faire partir des gens qui ne partent pas forcément en vacances, qui n'ont pas forcément les moyens, et de leur donner accès à des loisirs, et notamment aussi au travers de billets à assez bon marché. Voilà, donc je passe rapidement, mais c'est un enjeu aussi assez fort. Et puis, un autre enjeu, c'est la mobilité. Alors, j'ai repris ici, en fait, une étude, une synthèse de l'étude qui a été faite par l'ADEME, l'ACET et Carbone 4, et pour laquelle nous avons eu un focus sur l'Occitanie, puisqu'il y avait 3 régions en France, l'Île-de-France, la Bretagne et l'Occitanie. Et rapidement, c'est vrai qu'on a vu que 92% des gens qui venaient en Occitanie le faisaient en voiture, et quand ils étaient en Occitanie, ils se déplaçaient pendant leurs vacances également en voiture. Donc on voit qu'on a beaucoup de marge de progrès. On l'a entendu aussi quand on était dans les territoires, c'était vraiment un sujet réglé. L'intermodalité, l'accès aux sites touristiques sans voiture. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est encore compliqué. Et là aussi, du coup, le CRT engage un gros travail en ce sens pour faciliter l'accès des sites touristiques autrement qu'en voiture, avec le train, avec d'autres moyens de transport. Et aussi, l'idée était de pouvoir quantifier en fait les externalités qui sont générées par ces déplacements touristiques, et puis de se faire une projection à 2030 avec différents scénarios, en fait, voir si on a des tendances fortes, ou plutôt si on laisse faire, voilà ce qui risque d'arriver. Donc ça, c'est une étude qui est en ligne et que je vous invite à retrouver aussi sur notre site pro. Oui, je parlais tout à l'heure des actions. La région Occitanie qui a mis à disposition, alors je crois qu'il y a 1,5 million de billets à 1 euro qui ont été vendus en 2020.
pour faire découvrir l'Occitanie et pour la faire découvrir autrement qu'en voiture. Donc tout ça a un coût, mais en tout cas, vous voyez la volonté très très forte de la région. Et vous en avez ici l'expression. Et puis le travail, mais peut-être que Dominique y reviendra tout à l'heure sur le travail qui est engagé aussi sur ce sujet des mobilités, qui était vraiment un sujet important. Et puis, pour finir, voilà, de tout ce qu'on a vu, on comprend bien qu'il faut accompagner cette transition. On a un décalage entre l'envie de s'engager, à plus de 80%, les acteurs du tourisme nous disent qu'ils souhaitent s'engager. Aujourd'hui, en revanche, on voit qu'il y a à peu près 98,4%, mais seulement 20% aujourd'hui sont engagés réellement dans une démarche. Et puis, quand on leur demande quelles sont leurs attentes, justement, parce qu'ils nous disent on veut s'engager dans cette transition, mais il va falloir nous accompagner. Et on leur a demandé justement quelles étaient les priorités en matière d'accompagnement. Est-ce que c'était de l'ingénierie, de l'accompagnement financier, des moyens financiers? Est-ce que c'était de la formation, etc. Donc, on a aujourd'hui, et vous le voyez ici sur le graphique de droite, on a pu mesurer grâce à tous ces temps d'enquête vraiment les attentes, et c'est ainsi qu'en fait on a pu identifier les grands défis qui vont nourrir notre plan d'action. Hein. On l'a dit, transformer une offre touristique en manque de capacité financière, prendre en considération les habitants, accompagner, former et outiller les acteurs dans la transition, etc. Mieux distribuer les flux des visiteurs. Voilà, vous les avez ici. Et donc, c'est comme ça, je vous le disais, que nous avons pu élaborer ce plan d'action qui a été extrêmement collaboratif, qui a été fait avec vraiment beaucoup d'acteurs, beaucoup de co-construction. Et donc, ce plan d'action est ici avec des grands axes stratégiques et puis 33 fiches actions qui essaient de répondre à tout ce qu'on a pu entendre lors de nos temps de concertation en 2020. Et puis, vous le voyez, à chaque fois, on essaie de mettre des indicateurs et on le rallie à des objectifs de développement durable, puisque nous sommes aussi dans un contexte vraiment mondial. Nous inscrivons notre démarche dans ce grand contexte et ces grands enjeux. Et puis, je voulais juste finir pour dire qu'en complément de ce plan d'action et toutes les actions qui vont se mettre en place, pour certaines qui sont déjà en cours, on a aussi développé un centre de ressources en ligne, un espace dédié au tourisme durable. Je vous ai mis quelques exemples ici. Par exemple, sur l'écomobilité, on parlait des problèmes de mobilité. Voilà, vous avez des fiches techniques qui sont créées pour aussi venir compléter ces formations, ces actions, et puis, par exemple, aussi un guide des labels, etc. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation et les grands enjeux, en tout cas, que nous, au CRT, on a pu identifier et qu'on essaie de travailler au quotidien. Voilà. Merci Sophie. Ben, ça nous montre bien l'étendue du sujet. Hein. On voit qu'on aborde à travers le tourisme cette question du durable de manière très très large et très très différente. Et on voit aussi que au niveau des travaux menés par le CRT, on a franchi cette étape de la sensibilité et que tu soulignais tout à l'heure. Il y a une sensibilité qui est très partagée. Tout le monde va vous dire qu'il est à fond 100% pour le tourisme durable. Et puis, quand il s'agit de passer à l'acte, en tant que consommateur ou en tant que producteur, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai souvent l'habitude de citer cet exemple-là. On avait fait intervenir lors des convergences l'année dernière une personne de Booking qui nous disait, quand on l'interrogeait sur l'intérêt, justement, la sensibilité des clients, qui nous disait on a mis un petit tag, une petite étiquette tourisme durable sur les produits qu'on vendait sur la plateforme Booking. Et à chaque fois on l'a retiré parce qu'à chaque fois qu'on mettait l'étiquette, on s'apercevait que les ventes baissaient. Pourquoi? On imaginait que parce que les gens se disaient tourisme durable, on va avoir affaire à des toilettes sèches, on va avoir affaire à un truc pas confortable, puisqu'on est dans le durable, forcément. Donc, peut-être ce n'est pas exactement ça qu'on va chercher pendant nos vacances, qui sont aussi un moment de déconnexion, pourquoi pas de régression, de côté régressif, pas de régression peut-être. Mais en tout cas, ça prouve bien qu'on est sur un sujet qui est très, très large. Et on va focaliser un petit peu justement sur ce n'est pas des sous-sujets, mais deux concepts qui sont intéressants à développer. Je vais donner la parole à
à Bernard pour nous parler d'hospitalité et de tourisme équitable. À toi. Merci Dominique, merci Sophie. Donc moi j'avais envie de commencer en partageant avec vous deux citations que j'ai lues il y a peu dans la presse. La première, elle est de Serge Audier qui enseigne à la Sorbonne. Et dans une interview récente au journal Le Monde, il suggère que le moment est favorable pour remettre au goût du jour des valeurs comme l'interdépendance, la mutualisation, la coopération aussi. Des valeurs qui furent particulièrement présentes au niveau politique au XIXe siècle. Donc la citation, hein, il déclare qu'entrer dans une société écologique, c'est sortir de la folie de l'illimitation et de la domination. Ça suppose un choix de civilisation qui rompe avec l'imaginaire de la compétition, des classements et du fric. Cela implique également d'inventer de nouvelles formes de sociabilité. Alors je suis convaincu comme lui que pour éviter la catastrophe écologique qui s'annonce, on n'a pas d'autre possibilité que de nous désintoxiquer de l'imaginaire qui nous est précipite. C'est pas facile, hein, mais il faut essayer. Et donc, cet imaginaire, il repose, comme il l'affirme, sur la compétition, les classements, l'obsession d'une croissance quantitative. Et puis aussi l'avidité, hein, qui peut guider trop souvent les choix dans certains domaines et de certains acteurs, hein. Et donc, la solution, elle passe par la mise en avant des valeurs de solidarité, comme il le dit, et de coopération, et aussi par l'invention de nouvelles formes de sociabilité. Et puis l'autre citation, elle est d'Albert Dupontel, le réalisateur et l'acteur, hein, qui résonne avec la première, mais dans son langage, hein. Le langage est tout différent. Donc lui, il justifie en fait son absence à la récente cérémonie des Césars, hein, au cours de laquelle son film Adieu les cons a été primé plusieurs fois. Et il explique en disant que géopolitiquement, pour être le meilleur, c'est quelque chose qui est en train de faire fondre la planète. Et donc il dit toutes ces multinationales, ces produits, ces hommes d'affaires qui veulent être les meilleurs, ça a pour résultat finalement que la banquise fond et qu'on se chope des virus. Donc, il conclut en disant « ça serait bien d'arrêter d'être le meilleur et d'être juste soi-même, simplement soi-même ». Et donc, en même temps, je trouve que ça fait en partie écho avec ce qui a pu être évoqué lors de la session précédente des têtes chercheuses par les différents intervenants et notamment par le directeur du tourisme de l'île de la Sorgue, hein. Il parlait d'un travail collectif qu'il a décrit, savoir qui on est, si je me souviens bien, et ce qu'on veut faire collectivement. Et c'est une illustration aussi de cette proposition, de la conclusion d'Albert Dupontel, hein, d'essayer d'être soi-même et pas quelqu'un d'autre. Et finalement, je crois qu'on a là des clés pertinentes à appliquer au tourisme pour l'orienter dans un sens éthique, hein. Donc arrêter de courir dans le but d'être le meilleur, pour avoir encore plus, mais inventer de nouvelles formes de sociabilité, et essayer juste d'être soi-même. Donc, peut-être, pour le dire autrement, alors j'essaye de changer, voilà. C'est d'une certaine manière, finalement, chercher un triple équilibre, hein, je dirais, avec soi-même, donc être en accord avec soi-même, on pourrait parler d'écologie intérieure, mais aussi en équilibre avec les autres, et puis aussi travailler avec eux, mais aussi pour eux, donc avec des valeurs de solidarité et de coopération, et puis en définitive avec la Terre, et là on peut parler d'écologie. Donc on pourrait résumer ça en disant la sincérité personnelle, plus la solidarité et la coopération dans le souci de l'autre et dans le souci de la Terre. Donc on peut dire que les deux exemples que j'ai choisi d'évoquer, hein, ce sera très rapide puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, donc ce sera simplement une évocation, hein. Elles illustrent en partie ces orientations, hein. Donc, j'avais prévu d'évoquer donc les pratiques d'hospitalité et le tourisme équitable. Mais je pense qu'il est peut-être important que je dise au préalable que je m'y intéresse pas seulement comme enseignant-chercheur, mais aussi comme militant pratiquant. Ainsi, en parallèle à mon travail d'enseignant-chercheur, je me suis investi bénévolement sur le terrain au sein d'associations du tourisme équitable, ce qui m'a amené à faire des choses très, très intéressantes, à mettre en place des projets de tourisme équitable au sein de communautés rurales, par exemple en Afrique de l'Ouest ou encore en Équateur, hein, ou à participer à créer des grilles d'évaluation de tourisme équitable pour différents collectifs comme
Commerce Équitable France il y a très longtemps, ou l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, l'ATES, donc un collectif français d'associations de tourisme équitable dans lequel je suis toujours impliqué. Puis, évidemment, j'en parlerai quand je parlerai du tourisme équitable, hein. Et pour ce qui est de l'hospitalité, je suis aussi membre de différents réseaux d'hospitalité depuis 2007, ce qui m'a donné la chance, puisque c'est vraiment une chance d'accueillir des centaines de voyageurs chez moi, puis aussi d'être hébergé ici et là dans le monde. Donc, je vais commencer par l'hospitalité. Et on peut dire que l'hospitalité, c'est une manière ancestrale de nouer des relations sociales. C'est une forme essentielle de socialisation. Ça l'était à l'Antiquité et avant, et c'était partout dans le monde, en fait, hein. Ce n'était pas culturel et limité à certains groupes sociaux. Ça a disparu petit à petit, justement avec l'apparition des formes commerciales et touristiques d'hébergement, hein. Et puis, il y a eu, d'une certaine manière, une résurgence dans les années, à partir des années 2000, grâce à l'apparition de réseaux d'hospitalité, donc qui permettent de mettre en relation des voyageurs et des personnes qui sont susceptibles d'héberger. Et donc là, je vous ai mis l'écran. Alors, c'est la première page, ils ont changé, ça c'était il y a quelques années, d'un réseau qui s'appelle Couchsurfing et c'est celui qui revendique le plus grand nombre de membres, hein, puisqu'il y en a 14 millions dans le monde, d'après leurs chiffres. Alors, c'est principalement des résidents en Occident, hein, pas forcément des Occidentaux, mais des personnes qui résident en Occident, hein, pour les 3/4. Alors, même si ces deux continents ne représentent que 15% de la population mondiale, hein, et c'est plutôt aussi en milieu urbain. Donc, il y a une grande diversité dans les profils des membres, mais ce qui les réunit tous, je dirais que c'est un fort capital culturel. Donc, c'est plutôt des personnes qui ont un certain niveau d'études au-delà de la licence. Donc, il y a un lien avec le niveau d'études. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on interroge les membres qui sont actifs, hein, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas forcément actifs en termes d'hospitalité, sur leurs expériences, ce qui va vraiment ressortir de manière évidente, c'est un enthousiasme quasiment contagieux pour cette manière de voyager. Et leur conviction finalement de participer à quelque chose d'essentiel, d'important, de faire du monde finalement un endroit meilleur. Et la première raison qu'ils vont évoquer quand vous discutez avec eux, c'est la qualité des rencontres que permet l'hospitalité. Je dirais que c'est presque mystérieux la manière dont ça se passe. Je peux en parler aussi d'expérience, hein, parce que la plupart du temps, on a une familiarité, une intimité immédiate et naturelle, y compris avec des personnes d'une culture totalement différente. Et ça donne aussi l'impression de vivre de manière très forte d'un point de vue émotionnel, de manière très intense. On a l'impression d'être lié finalement à des personnes du monde entier, d'appartenir au même monde. Et puis, je peux dire aussi que c'est un bonheur de faire confiance à autrui, puisqu'il s'agit de confiance. Vous recevez des inconnus chez vous, hein. En particulier en ce moment, dans un monde qui est plutôt basé sur la défiance, hein. On est quand même dans un monde de défiance permanente. Alors là, c'est sûr qu'avec la pandémie, il n'y a pas de... Je reçois des demandes, hein, mais il y en a très très peu, quoi. C'est pas comme d'habitude, hein, en termes d'expérience d'hospitalité, c'est un peu en suspens. Alors, cette qualité de relation qui ressort, c'est vraiment surprenant parce qu'on a l'impression finalement que c'est presque plus facile de nouer des relations sociales à travers un réseau d'hospitalité comme ça qu'avec ses voisins ou qu'avec les habitants de son quartier. Et puis, comme autre raison, quand on les interroge, ce qui va être très très fort, ce qui va ressortir de manière très très forte, c'est vraiment la volonté de ne pas voyager comme des touristes, d'avoir accès à ce qui échappe habituellement aux touristes, en étant hébergé par des habitants. Donc, d'avoir accès au monde de celui qui les accueille, à ses habitudes, à ce qu'il fait, et finalement de ne pas visiter comme un touriste le lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à retenir aussi, hein, y compris pour des formes commerciales d'hébergement, hein. Ne pas voyager comme un touriste, on sait que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, hein, de nos jours, hein.
Et puis, pour terminer sur l'hospitalité, pour ne pas prendre trop de temps, je vais évoquer les conséquences positives. Là, je suis en train justement de rédiger un article pour un dictionnaire du tourisme sur les réseaux d'hospitalité. Donc, j'ai passé en revue une centaine d'articles de revues universitaires. Et ce qui ressort de cette revue de littérature, c'est en termes de conséquences positives, il y en a beaucoup qui mettent en évidence que ça augmente la sociabilité, ça augmente la confiance en soi des personnes qui participent à ces expériences d'hospitalité, ça augmente la confiance envers autrui, ça augmente aussi votre connaissance de vous-même et de vos limites, puisque le fait de recevoir des personnes, vous êtes toujours à essayer de lire, de comprendre la personne et parfois, il y a des choses qui peuvent vous déranger, donc vous travaillez aussi sur votre tolérance, hein, donc sur votre connaissance des cultures et sur votre tolérance à leur égard. Hein. Et en définitive, il y a une contribution à ce qu'on peut appeler un enrichissement social au sens de… alors, il y a un auteur américain qui s'appelle Robert Putnam. Il utilise la même expression que le sociologue français Bourdieu, mais dans un autre sens, en fait. Hein. Lui, ce qu'il veut dire quand il parle de capital social, il ne l'utilise pas dans le même sens que Bourdieu. Il veut parler finalement de création de liens affectifs dans l'ouverture culturelle. Et donc, il parle d'enrichissement, je dirais enrichissement de vie sociale, pour pas qu'il y ait de confusion avec ce que dit Bourdieu. Donc, et puis un dernier rapport, réfléchir au sens de l'hospitalité, si on s'intéresse vraiment à ce qu'est l'hospitalité, et on peut se questionner sur finalement notre rapport au lieu. Ça peut aussi accroître notre attention et notre gratitude envers les lieux qui nous accueillent. Parce que finalement, offrir l'hospitalité, on peut croire que c'est offrir à quelqu'un un lieu, le chez-soi. Mais si on va plus loin et qu'on réfléchit de manière plus profonde, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas offrir quelque chose qui ne nous appartient pas. Et le lieu, en fait, c'est le lieu qui nous accueille, en définitive. C'est ce que disait Derrida hein, dans un bouquin qui s'appelle « De l'hospitalité ». C'est le lieu qui nous accueille et on doit de la gratitude au lieu qui nous accueille. Donc, en fait, l'hospitalité, c'est plus partager du temps avec la personne que l'on reçoit que de partager un lieu dont on serait possesseur. Donc, ça peut aussi nous amener à cultiver notre respect envers ce lieu, envers la terre. Voilà. Donc, on a là une manière de voyager avec peu d'impacts environnementaux pour finir sur les points positifs. Hein. Par exemple, la quasi-totalité des voyageurs que j'ai accueillis, ils étaient tous en transport en commun ou en covoiturage. Il y en a très peu qui… c'était vraiment marginal, ceux qui se déplaçaient en véhicule personnel, en voiture. Alors, l'autre exemple que je vais évoquer rapidement, c'est aussi une forme de tourisme qui place l'humain et la rencontre au centre. C'est ce qu'elles peuvent avoir de commun. Hein. Et pour prendre le cas de la France, hein, on peut dire que le tourisme équitable, c'est quelque chose qui est né à la fin des années 90, hein, du fait de la mise en œuvre par de petites associations françaises un peu artisanales d'un tourisme solidaire qui était envisagé comme un moyen de développement des destinations, donc plutôt au sud. Et donc, ces associations, elles se sont regroupées d'abord au sein d'un réseau informel jusqu'à la création de l'ATES que j'ai déjà évoqué donc, en 2006. Alors, les membres de l'ATES, ils se revendiquent de trois piliers. Hein. La solidarité internationale, j'ai loupé un écran, le commerce équitable et l'économie sociale et solidaire, avec comme élément central le tourisme qui est envisagé non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen, comme le moyen de rencontrer les habitants, tout en favorisant le développement durable des destinations. Donc, il y a un lien entre la rencontre et le développement, parce que par la rencontre aussi, le développement peut se faire d'une destination, pas simplement en termes d'impact économique. Hein. On retombe sur des aspects sociaux là. Et pour ce qui est du commerce équitable, hein, dont l'objectif principal, je peux le rappeler, c'est d'aboutir à des relations commerciales équitables entre partenaires, on peut dire que le tourisme, il est quand même connu pour être un secteur très concurrentiel, avec parfois des politiques de bas prix qui peuvent entraîner de mauvaises conditions de travail. Hein, on peut penser au low cost, par exemple, hein, de mauvaises conditions de rémunération. Et quand les plus grands voyagistes imposent leurs conditions à leurs partenaires réceptifs, finalement, c'est les populations locales et les employés de ces réceptifs qui sont les premiers à en pâtir. Donc là, il s'agit de nouer des relations équilibrées avec les partenaires,
tant au niveau de la prise de décision que du partage équitable des bénéfices de l'activité quand on parle de tourisme équitable. Alors, si au départ, le commerce équitable était fortement imprégné d'une dimension nord-sud, donc de l'idée de solidarité envers les pays du Sud, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, hein. Et c'est pareil pour le tourisme équitable. Donc on a, et c'est quelque chose qui date d'avant la pandémie, ce n'est pas lié à la pandémie et à une réorientation des destinations du fait de la pandémie, hein. Par exemple, les voyagistes de la TES, ça fait depuis des années qu'ils se sont intéressés à proposer des séjours dans les pays européens. Et aussi en France, ils ont commencé ça bien avant la pandémie, hein. Aujourd'hui, il y a 10% à peu près des 270 séjours qui sont proposés par les membres qui ont pour destination la France. Et ce qu'on peut dire, c'est que des compétences qui ont été développées pour construire des séjours basés sur la rencontre dans des pays plutôt du Sud, ces mêmes compétences, elles sont facilement applicables en Europe ou en France. Alors, ce redéploiement, il s'est accompagné au niveau du collectif par un travail rigoureux d'adaptation des critères du label, puisqu'il y a un label qui a été créé par la TES, qui s'appelle Label Tourisme Équitable, hein. Et donc, ce label qui avait été créé au départ sur une activité plutôt nord-sud, elle a été adaptée à une plus grande diversité d'acteurs du tourisme en France, donc au cas français, et donc finalement déclinée aussi en fonction d'activités. Et donc, vous voyez, là, il y a six déclinaisons de ce label pour sa version France. Donc, je ne vais pas toutes les lister, hein. Et puis, pour terminer, je veux laisser la place à Stéphane aussi, parce que c'est très, très intéressant ce qu'il va nous dire. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps. Je dirais qu'il y a une expérimentation qui est en cours avec la région Bretagne. Et l'écran que je vous ai mis là, qui récapitule les 4 catégories, il est issu en partie de ce travail qui est fait avec la région Bretagne, hein, les institutions touristiques de Bretagne et l'ADEME Bretagne, pour sensibiliser, puis pour accompagner des producteurs de séjours bretons vers le label Tourisme Équitable. Alors pour l'instant, il y a une dizaine de structures qui travaillent, qui sont manifestés, puis qui vont être accompagnés par la thèse d'ici le mois de juin. Donc, c'est intéressant. Voilà. Et puis, pour terminer, avant de laisser la parole à Stéphane, j'aimerais dire que je pense que ce qui devrait toujours être premier dans l'activité touristique, c'est la relation, c'est le lien social. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier les effets positifs économiques qui peuvent ressortir de l'activité touristique. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit primer. Ce qui doit primer, c'est vraiment ce que ça apporte en termes de relations, en termes de lien social. Et je pense que toute politique touristique, elle devrait avoir pour but de permettre et de favoriser le lien social. Et ce pour tous, y compris ceux qui sont exclus du tourisme, hein. On a vu les expériences, les actions qui étaient menées par le CRT Occitanie de ce point de vue-là pour permettre un accès au tourisme à tous. Voilà, donc merci. Et donc, je laisse la parole à Dominique, puis à Stéphane. Merci Bernard. Membre de la TES, pardon. Oui, je te coupe. oui. Nous sommes également membres de la TES depuis peu. Oui, c'est vrai, j'aurais pu le dire. Non, mais c'est important parce qu'on voit bien que le tourisme ne peut pas être réduit à une activité économique, c'est beaucoup plus que ça. On est dans l'interaction sociale, et c'est pour cette raison qu'on est aussi dans un monde à inventer. Donc, on va donner la parole à Stéphane, mais juste avant, j'ai vu qu'il y avait deux petites interventions qui me semblent intéressantes. La question, c'était les Français n'ont pas tendance à faire appel aux agences réceptives. Comment le CRT compte évangéliser les Français pour que les us, coutumes, mentalités de voyage en France puissent changer? Simplement en changeant de discours aussi, en adaptant aussi tous nos moyens de communication dans le sens de plus de vertu dans les voyages, dans cette interaction qu'on voudrait mettre en place. Alors, en disant ça, on a conscience qu'on est souvent, nous, les CRT, les agences départementales, les offices de tourisme, dans une approche marketing. Donc, dès qu'on parle de marketing, on a l'impression qu'on va essayer d'inventer un discours qui n'est pas totalement réel. Donc, on a tout cet enjeu-là, nous, de pouvoir essayer de mettre en place quelque chose qui soit
qui nous permettent d'être nous-mêmes, comme disait Albert Dupontel. Et c'est très important. Moi, j'aime bien qu'on cite du Albert Dupontel dans les webinaires des têtes chercheuses. Être nous-mêmes et assumer le fait qu'on est soi-même et que ce soi-même puisse être intéressant à développer. Et il y avait une deuxième réflexion qui disait, ben voilà, dans les webinaires tourisme durable du CRT, j'entends souvent que le mythe des toilettes sèches n'étant pas confortable. Bien sûr, c'est une idée préconçue. On partage le fait que c'est une idée préconçue contre laquelle il faut lutter. Mais c'est vrai que c'est dans l'imaginaire des clients, il y a encore cette idée-là. Pour atterrir en douceur sur le sol des Hautes-Pyrénées, on est ravis d'avoir avec nous Stéphane Witz, qui, je ne sais pas s'il est appuyé le Witz ou Witze. Tu me diras comment tu préfères qu'on le prononce. Mais c'était important pour nous aussi de se donner un peu de temps pour partager avec toi une expérience incarnée, puisque c'est un choix de développement qui est assumé. Et moi, j'ai envie de savoir donc quelles étaient les motivations. C'est quoi le modèle qu'il y a autour des produits touristiques que tu présentes? Quels sont les clients? Qu'est-ce que tu en retires, toi, et ta famille dans cette approche-là? Voilà, grosso modo, mais peut-être d'abord présenter ce qu'est Trincali à tous ceux qui sont ici. Et on va mettre un lien vers le site. Ben voilà, il est posé. Le site de la ferme de Trincali. Vous irez voir, il y a des très belles photos, ça donne très envie d'y aller. Et le prochain webinaire, on le fera là-bas. Voilà, si vous pouvez partager, peut-être qu'on peut partager cet écran et montrer quelques photos d'illustration du site, parce que je ne veux pas parler pendant 10 minutes sans images. Je pense que c'est important d'avoir un petit visuel. Donc, si on peut lancer le site Trincali. On va essayer, j'essaye de faire ça. Tu vas essayer, ouais, essayer. Voilà, donc pour moi, effectivement, tout ce que j'entends, ça me fait plaisir parce que en fait, c'est un choix de vie. Ce n'est pas un choix économique du tout. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé ici, c'était pour changer de vie. Donc, au départ, j'ai fait une école de commerce, donc sur le marketing. J'étais contrôleur de gestion pendant 10 ans et j'ai voulu vraiment changer, retourner à ce que j'étais vraiment. C'était quelqu'un qui était passionné par la nature, les animaux, donc les chevaux, bien sûr, parce au départ, c'était un projet de gîte équestre et petit à petit, on a évolué. Voilà, donc là, vous voyez le site de la ferme Trincali. Donc, c'est une ferme qu'on a achetée il y a une vingtaine d'années et qu'on a fait évoluer selon nos envies, parce que c'est vrai qu'on n'a pas attendu la vague de tourisme durable et de tous ces problèmes qui sont arrivés récemment. Nous, on est parti déjà sur un schéma qui nous correspondait avec cette idée de développer une activité, mais de taille humaine, en cohésion avec aussi tout ce qu'il y a autour, tous nos voisinages, tous nos agriculteurs voisins, parce qu'on arrivait sans arriver en terrain conquis. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de développer une activité qui soit équilibrée, mais avec un impact limité sur l'environnement. Donc, au tout départ, c'était ce que Morgane et moi, on est des cavaliers, donc c'était d'accueillir des randonneurs et de partager un peu notre passion de la randonnée à cheval avec nos amis cavaliers. Et petit à petit, le projet a évolué parce qu'on s'est retrouvé dans un secteur où il n'y avait pas beaucoup de randonneurs de passage, même si l'Haute-Pyrénées, c'est très joli, il y a de très beaux paysages. Les gens ne passaient pas forcément par chez nous. Donc, ça va peut-être changer parce qu'il y aura le chemin d'Artagnan qui va passer bientôt, un chemin culturel européen. Donc, c'est bien aussi qu'il y ait des initiatives comme ça pour faire passer un peu les gens dans les secteurs un peu oubliés dans nos campagnes profondes. Voilà. Donc, on est parti sur au départ un projet de JTKS qui a évolué petit à petit avec quand même comme base une activité agricole parce qu'on croit fortement en l'agritourisme. Et je pense que dans nos régions rurales, c'est important d'avoir une activité économique en partie basée sur l'agriculture parce que en dehors du tourisme, nous, on est quand même dans un secteur qui est fortement agricole avec beaucoup de nos tourismes aussi, parce qu'on est sur le vignoble de Madiran. Donc, c'est vrai que c'est le poumon aussi économique pour les gens sur le secteur. S'il n'y avait pas le vin, ça serait compliqué pour les gens de vivre, hein, clairement, sur notre région. Donc, on est parti sur cette activité agricole. Donc, au départ, quelques animaux, puis petit à petit, ça s'est développé. On en a une centaine maintenant. Donc, des vaches jersey avec lesquelles
on fabrique du fromage, du beurre et des glaces. Donc, on voit les petites vaches sur le côté, là, voilà, qui sont très mignonnes. Et aussi, donc, un élevage de cervidés, de daims et de cerfs, pour, voilà, qu'on voit aussi sur voilà, les daims et les cerfs. Donc, ils nous ont permis de nous adapter en fait à notre territoire, parce qu'on avait une petite exploitation. On ne pouvait pas vivre de la culture de maïs comme beaucoup d'agriculteurs voisins. Donc, on est parti sur de l'élevage. Voilà. Et un élevage qui était adapté à notre territoire. Parce qu'on est entouré de bois et notre volonté, c'était de préserver, donc avec un impact limité sur l'environnement. Voilà. De façon très classique, on est parti sur un hébergement en gîte il y a 15-20 ans. Et on a évolué sur les dernières années vers des hébergements entre guillemets insolites. Mais bon, ce qui nous plaisait, c'était effectivement d'avoir un hébergement dans la nature avec un impact le plus faible possible sur l'environnement, puisqu'ils sont fabriqués avec du bois pour l'essentiel, donc c'est des cabanes perchées. Je ne sais pas si on peut voir, on peut cliquer sur visiter un hébergement, comme ça vous verrez quelques photos des hébergements. Voilà, hébergement, cliquez sur hébergement. Je vous fais travailler un peu là. Voilà, donc par exemple, le balcon des oiseaux ou la cabane de Robasson, une cabane flottante, maison d'Hobbit. Donc, petit à petit, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu une mode, mais ce n'était pas notre volonté, c'était vraiment de faire découvrir le milieu, la faune sauvage à nos visiteurs, à nos hôtes, de façon à les déconnecter un peu du monde citadin. Voilà. Et en même temps, de leur faire partager notre passion de la nature et de la protection de l'environnement. On est petit à petit parti aussi sur le concept de ferme pédagogique. On reçoit beaucoup d'écoles. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire partager les gens qui arrivent chez nous, c'est vraiment pour faire partager une expérience, essayer de faire partager un peu nos convictions, mais aussi notre mode de vie. Donc, c'est plus une expérimentation. C'est-à-dire que j'en viens de faire la traite des vaches, je participe aussi, pourquoi pas, à la fenaison, à la fabrication du fromage. Voilà. On essaye vraiment qu'ils soient un peu comme chez eux. Et donc, c'est cette expérience qui, je pense, plaît beaucoup. Et ce partage qui à mon avis, est très important pour eux. Ce n'est pas seulement être dans une cabane, dans les bois et voir les animaux, c'est aussi partager notre vie. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur notre évolution. C'est vrai qu'au départ, on parlait de toilettes sèches, on était parti sur une conception très écolo des hébergements avec un confort un peu spartiate. Pas d'électricité, pas d'eau, toilettes sèches, pas de salle de bain, enfin, au moins accessible à proximité. Et on a progressivement évolué vers un concept avec un peu plus de confort, parce que les gens sont quand même, ils veulent quand même être à l'aise. Donc, il n'y a certes pas de Wi-Fi, hein, bien sûr, mais il y a quand même un minimum de confort pour passer des vacances au calme, dans la nature, mais avec aussi des activités, parce qu'il faut aussi leur proposer des activités. Donc, on a développé des activités du style des activités de sport nature, donc avec des tyroliennes, enfin 2 grandes tyroliennes. Ce n'est pas un parcours d'acrobranche du tout. Ça permet de voir un peu la nature et les animaux en altitude, et puis voilà, de profiter un peu aussi du site et de donner un peu aussi, en donner aussi pour tous les goûts, parce qu'on a des enfants, certes, mais on a aussi des adolescents, donc il faut aussi des activités pour plaire à tout le monde, et aussi de sensibiliser. C'est important pour nous, les ados qui souvent sur leur console, leur tablette, et qui ont du mal à se déconnecter. Et en arrivant chez nous, avec ces activités, ça leur permet de faire, d'appréhender autrement la nature. Voilà. Donc, ces activités, on les a développées aussi sous forme d'aventure game. Donc, c'est un ensemble d'épreuves sportives, sorte de chasse au trésor, grandeur nature, avec un filet suspendu, voilà, du canoë, du tir à l'arc. Voilà, c'est une manière aussi de s'imprégner de la nature et des éléments. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup d'activités sur place, mais ce qui, pour nous, est peut-être le plus important et ce qu'on commence à développer depuis, disons, 2-3 ans, ce sont les séjours en immersion. C'est-à-dire qu'on a été aussi contacté par pas mal de nouveaux prestataires du style Va au vert, Gringo, Au la vache. Donc ça, c'est vraiment, il y a une vague qui nous est arrivée. On le faisait déjà avant, c'est-à-dire
on propose des stages, des séjours avec un peu sous forme de stage, voilà, où les gens viennent s'imprégner, on partage des choses avec eux. Donc, bien sûr, on est toujours à fond sur essayer de développer les produits locaux. On est en agriculture biologique et on a aussi développé des réseaux avec des associations qui permettent de faire vivre aussi les exploitants du cru. Donc, pas seulement les viticulteurs, mais aussi il y a des producteurs de pain, de viande, de porc noir, de légumes. Donc, il y a plein de gens en fait, autour qui peuvent vivre aussi grâce au tourisme. Voilà. Donc, ces différentes associations ont été montées en gros il y a 4-5 ans. Donc, une d'entre elles s'appelle par exemple Gourmandici. C'est une association de producteurs bio dont le but est de mettre en relation les clients, donc les consommateurs, mais aussi les touristes. Et ça, c'est un peu plus difficile, mais on y arrive petit à petit en faisant des marchés fermiers, en essayant d'encourager un peu le contact avec les touristes. Voilà, donc pour conclure, parce que je pense que ça serait bien qu'il y ait des questions aussi, voilà, qu'il y ait un petit peu un échange. C'est vrai, moi, le plus important, je pense, dans le tourisme durable, c'est d'avoir un développement à taille humaine et essayer de travailler en réseau avec tous ces agriculteurs qui sont autour de chez nous et en même temps, essayer de faire passer ce message de développement durable et de faire passer, disons, une expérience sur une nuit, c'est un peu compliqué, mais sur plusieurs jours, les gens vont vraiment participer à la vie de la ferme et vont vraiment s'intégrer et repartiront effectivement avec une envie peut-être de reproduire cette expérience par la suite. C'est très intéressant cet échange parce que on voit qu'il y a une progressivité. On parle de transition, donc il y a une progressivité. Il ne faut pas que le choc soit trop rude non plus pour certains clients qui arrivent sur un site comme celui-là, pas préparé. Quand on a fait la préparation de ce webinaire, avec Morgane, vous évoquiez des gens qui arrivent avec un joli pantalon blanc et des chaussures, des chaussures à talons sur le sol de la ferme. Ça fait parfois des chocs culturels, mais il faut apprendre les uns des autres et puis vous arrivez à vous adapter à la personne que vous avez en face sans la juger, et la personne qui est en face va progressivement rentrée en immersion comme tu l'expliquais tout à l'heure, et ça c'est quand même très très intéressant, cet échange-là aussi. Oui, c'est vrai qu'on a eu des gens qui, sans le citer, qui venaient par Booking, qui avaient juste une photo des hébergements. On se situe à côté de Marciac et ces personnes venaient pour des concerts le soir en tenue de soirée. Et donc, pour descendre à la cabane flottante, par exemple, c'était un peu compliqué dans les prairies avec les talons qui s'enfonçaient dans la terre. Mais on a eu souvent de très bons retours. Ils étaient quand même très, très surpris, certes, mais très satisfaits à la fin. Est-ce que Bernard, Sophie, vous avez des questions à poser à ces fans ou à partager? C'est vrai que ça donne envie, hein, ça donne envie. Et puis ça donne envie, mais est-ce qu'on en vit? C'est une question que je pose parce qu'on parle beaucoup du côté vertueux du tourisme durable, mais ça peut être aussi une affaire commerciale. C'est pas honteux d'en parler? Disons qu'on peut gagner un peu d'argent, mais c'est pas l'objectif initial de gagner beaucoup d'argent. Sinon, je serais resté responsable financier. Je gagne bien plus ma vie. Parce que c'est vrai qu'on ne compte pas ses heures. C'est un investissement de tous les jours. On travaille beaucoup. Mais c'est parce que c'est une conviction, voilà, c'est tout. Un engagement, une conviction, ouais. Bernard, Sophie, Bernard, tu voulais dire quelque chose? Sophie aussi, elle a ouvert son micro, je lui laisse. Non, vas-y, Bernard. Simplement, je voulais demander à Stéphane ce qu'il en retirait de positif, s'il doit dire quelque chose comme ça en termes de bien-être personnel, qu'est-ce qui lui fait le plus de bien dans son activité? Moi, ce qui me fait le plus de bien, ce n'est pas le chèque que vont me laisser les gens, c'est la reconnaissance qu'ils ont et aussi le fait qu'ils évoluent en venant ici. Et on essaie de les sensibiliser au développement durable, hein, à la protection de l'environnement, mais c'est surtout effectivement leur émerveillement. Ça n'a pas de prix. Quand les gens sont satisfaits, qu'ils sont heureux, qu'ils repartent heureux, on sait qu'ils vont sans doute revenir. C'est ce qui nous fait le plus plaisir.
Non, moi, je voulais réagir parce que le thème, c'est quand même la transition. Et du coup, tu disais que vous, ça faisait vraiment longtemps en fait, que vous aviez cette démarche. Mais du coup, est-ce qu'elle a aussi évolué dans le temps, finalement? Oui, en fait, elle a beaucoup évolué parce qu'au départ, on était vraiment, enfin, on est toujours écolo, mais on était un peu des purs et durs. Et c'est vrai qu'il y a certaines expériences qui se sont mal passées parce que les gens s'attendaient à avoir un confort un peu, euh, enfin, voilà, un certain confort. Et on a eu des fois, les premiers clients, c'était compliqué parce que il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, ça ne correspondait Ouais, pas à leurs attentes. Voilà. ouais, ouais. Et on a dû évoluer. On est parti, Hmm. effectivement, on a mis des salles de bain dans les cabanes, on les a fait plus confortables. On accueille maintenant beaucoup de familles, donc on les a agrandis. C'est maintenant presque des petits gîtes, mais quand même qui gardent le respect de la nature et qui sont cachées. Donc on en a 4 ou 5, donc c'est vraiment réduit. Elles sont à 300 mètres des unes des autres. Donc on les voit, on se voit pas, enfin, on se voit de loin. Et donc, je pense qu'il y a ce sentiment d'être un peu seul au monde quand on arrive dans nos cabanes. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix. Je vous restitue une question qui a été posée, question un peu sémantique, hein. Bonjour, je parlerai plus de tourisme soutenable pour l'environnement, pour l'économie, pour les habitants de soutien et d'entraide. Qu'en pensez-vous, à la différence du durable qui prévoit une croissance raisonnable pour les générations à venir sans ancrer le développement dans le temps présent? Alors, au-delà du côté sémantique soutenable, durable, c'est vrai qu'il y a cette question de transition, donc on se projette dans le futur, mais c'est important de l'ancrer dans le présent. Moi, je suis assez d'accord avec cette approche. Et deuxième question du mystérieux spectateur anonyme qui n'a pas voulu dire qui il est. Quel est le profil des vacanciers qui viennent? Ça, c'est intéressant, on l'avait évoqué l'autre jour. Des engagés convaincus ou peut-être des curieux ou des curieuses? Stéphane, il y a un peu de tout, hein. Oui, il y a de tout. Mais il y a des engagés convaincus, il y en a, mais c'est plutôt des locaux qui viennent passer une nuit. Voilà, on leur fait partager un peu nos techniques aussi, parce qu'il y a pas mal de techniques. Là, on fait de l'agroforesterie. Sur les techniques de construction, c'est très intéressant parce que on a essayé de faire un peu un panel de tout ce qui pouvait exister et puis voir qui a vraiment le moins d'impact sur l'environnement. Donc, on essaie de faire partager un peu cette expérience. Ça, c'est plutôt pour les locaux. Après, les autres, les citadins, les familles qui viennent, effectivement, s'attendent pas forcément à voir ça en arrivant, ceux qui ne connaissent pas le site, hein. Et il y a un petit peu un décalage au départ. Mais je pense après, ils sont ravis de cette expérience, quoi. Un petit mot, je peux intervenir? Tout à fait, c'est le but. Donc, moi, ce que j'avais envie, déjà, je ne sais pas où on en est là, mais ce que j'aurais aimé aussi, c'est remercier le CRTL Occitanie pour le dynamisme chargé de valeur qu'il insuffle, et aussi pour m'avoir permis de passer un aussi bon moment, une aussi bonne compagnie. Et puis, j'avais envie de dire que la recherche de sens qui est très forte en ce moment de pandémie, elle a pour réponse peut-être une réconciliation avec nous-mêmes, hein, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, avec nous-mêmes, ça veut dire avec notre nature d'être terrestre, d'être corporel et spirituel, mais surtout d'être terrestre et aussi d'être social. On est des êtres sociaux. Et je pense qu'on est des êtres terrestres parce qu'on ne peut pas vivre en apesanteur, c'est pas possible. On a besoin d'un lieu qui nous accueille, on a besoin d'être ancré. Et donc finalement, si on veut bien s'occuper de ce qu'on est, si on veut bien s'occuper de notre humanité, je dirais que obligatoirement, il faut qu'on s'occupe bien du lieu qui nous accueille, du lieu sur lequel on est, donc finalement de la Terre. Et je dirais qu'il ne faut pas opposer prendre soin de la Terre et prendre soin de nous-mêmes. On ne peut pas opposer prendre soin de la Terre et puis le bien-être humain, parce que on est lié à la Terre. Et l'abîmer, c'est s'abîmer soi-même, finalement, c'est nous abîmer nous-mêmes. On en paierait le prix d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour revenir sur l'idée d'être terrestre, je pense que c'est par le corps qu'on arrive à sentir que nous sommes terrestres, hein. C'est en étant attentif à nos sens, à notre corps. Et on a du mal on l'oublie trop souvent, on a du mal à l'écouter, parce que peut-être que le mental est trop présent, c'est encore plus le cas pour nous, les universitaires.
Et je trouve que, ce que font Morgane et Stéphane avec leur ferme, c'est justement quelque chose d'exemplaire de ce point de vue-là, puisque les activités qu'ils proposent, elles passent par le corps. Et je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment une leçon à retenir, en particulier de la pandémie, parce qu'on a aussi besoin de relations sociales, on le ressent très fortement, le manque de relations sociales. Et les relations sociales, c'est aussi par le corps qu'elles se passent. Donc mettre l'accent sur le ressenti du corps dans sa relation à la terre, à ses éléments, par des pratiques de pleine nature, dans la relation aux autres, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui ressort de ce que propose, sans y être allé, mais de la présentation de Morgane et Stéphane, que ce soit lors de la séance d'entraînement ou ce soir. Donc voilà, donc je voulais simplement dire que je trouvais que c'était exemplaire de ce point de vue-là, et que eux, ça fait longtemps qu'ils le font, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'activités de ce type qui se développent. Ça fait une excellente conclusion. Moi, il me semble qu'on est arrivé au terme de notre webinaire. C'est très frustrant, 1 heure. Finalement, on pourrait passer beaucoup plus de temps que ça. Je dois vous annoncer, sauf si Stéphane ou Sophie veulent un petit mot de conclusion aussi, qui sont tous les deux des êtres terrestres. Non, tout à fait. Moi, j'ai noté, Stéphane, tu disais ce qui est important, c'est le développement à taille humaine, le travail en réseau et faire passer une expérience aux visiteurs. Je crois que on est vraiment en accord avec ça. Ouais, moi, je dirais seulement un mot pour conclure, c'est authenticité. Voilà, je pense que c'est le plus important, c'est être authentique. Bah oui, être soi-même, en accord avec soi-même. Donc, je pense que c'est une belle conclusion puisqu'on la partage tous les 4. Et je vous donne rendez-vous, on va être obligé de conclure malheureusement. Je vous donne rendez-vous le 6 mai prochain pour la prochaine session, le prochain opus des Têtes chercheuses, donc le 6 mai entre 16h et 17h. Le thème sera nouveaux métiers, nouvelles formations, parce que c'est une suite logique. Tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui peut amener à créer des nouvelles approches, des nouveaux métiers, donc des nouvelles formations. Donc, on essaiera d'explorer ce sujet-là, cette idée-là, lors de la prochaine session, toujours sur le même format, avec des regards croisés entre des experts, des chercheurs et des professionnels. Donc, merci à tous d'avoir été là pendant 1 heure. Le sujet était tellement vaste que forcément, ça reste un petit peu frustrant. On n'a pas pu aller assez loin dans tout ce qu'on aurait pu se dire et échanger. J'espère qu'on aura répondu à la plupart de vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous reviendrez vers nous via les outils classiques du CRT. On est ravis d'organiser ce type de réunion. C'est très rafraîchissant et c'est très, très intéressant. Et merci aux intervenants qui ont apporté beaucoup à ce débat-là. Et à très bientôt pour la suite de nos têtes chercheuses. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.